Oumar Riandjou, bonjour et merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir d'être avec vous. Bonjour Maurice, bonjour Laurent, bonjour chers téléspectateurs. Laurent Roland-Tony Kess, vous êtes sur ce plateau, toute la nuit il a plu, malgré ça ce matin on peut dire que la pluie n'est pas terminée, mais vous l'avez bravé pour venir ici. Merci pour votre présence sur ce plateau. Merci, quand le devoir vous appelle, vous répondez. On n'a pas le choix. Et on est d'ailleurs payé pour ça, donc quand vous ne venez pas, vous devez justifier pourquoi vous n'êtes pas là. Il n'y a pas de dire aux téléspectateurs, il y a eu pluie, c'est pour ça que je n'ai pas été au plateau. Que Dieu nous aide juste à braver chaque fois la pluie pour venir répondre présent. Alors, bonjour à vous, bonjour à Oumar, bonjour aux téléspectateurs, internautes et auditeurs de la 102.3 FM. Je reçois votre bonjour avec plaisir. On va directement au Niger pour parler donc de ce titre affiché par le grand regard de ce matin. Le titre, c'est bien Tiani mécontent de la sanction infligée à l'ambassadeur béninois. Plus d'issue diplomatique pour la crise Bénin-Niger. C'est une interrogation. Oumar Riandjou, est-ce que vous avez comme impression que réellement le président Tiani, le général Tiani est mécontent de la sanction infligée à l'ambassadeur béninois? Je ne vais pas dire mécontent, mais en tout cas, il a évoqué dans son, comment on appelle, dans son discours, dans l'entrevue qu'il a eue avec, je crois, un journaliste de Télé Sahel. Donc, il a évoqué, il estime que, enfin, il fait une allusion pour montrer que on a révoqué, enfin, on a renvoyé l'ambassadeur, on l'a rappelé, tout simplement, parce qu'il y a eu donc les déclarations de la dernière fois, les déclarations sur lesquelles on était revenu, je crois, sur ce plateau. Et après ça, il avait été effectivement rappelé une première fois, puis redéployé en lui confiant cette fois-ci également le Burkina Faso. Et bon, et cette affaire-là était déjà donc finie, terminée. Donc moi je me dis peut-être que les autorités béninoises ont voulu donc appeler l'ambassadeur Agokan à d'autres responsabilités peut-être, et c'est la raison pour laquelle ils l'ont rappelé. Mais le président Tiani lui a voulu plutôt voir donc à travers cela, c'est-à-dire la résultante directe du fait qu'il y a eu ces déclarations-là où donc l'ambassadeur Agokan demandait pardon au nom du peuple béninois, alors qu'on ne l'avait pas envoyé pour ça. Personne ne lui avait commandé ce travail-là. Donc c'était tout à fait normal pour les autorités béninoises de réagir, de dire non, on ne vous a pas demandé ça. À aucun moment, le Bénin ne se sent dans, comment on appelle, dans la posture de celui qui va donc demander pardon ou quelque chose. En tout cas, ça c'est vous, vos propos, ce n'est pas, voilà. Donc, ça avait été déjà clarifié. Peut-être qu'il y a eu d'autres situations, peut-être qu'il y a d'autres éléments à mettre sur la balance pour comprendre pourquoi finalement l'ambassadeur n'est plus là-bas. Mais ça a été pourtant confirmé par le ministre aussi, hein, le ministre Adjadi, qui a dit, Adjadi Bakari, qui a dit voilà, qu'il n'est plus donc au Niger, l'ambassadeur Agokan. Maintenant, au-delà de tout cela, ce que je retiens finalement de... Est-ce qu'il y a peu d'issue diplomatique pour la crise Bénin-Niger? Moi je dis il y a toujours une issue. Ces peuples-là, dans tous les cas, sont condamnés à vivre ensemble. Sur le plan géographique, on ne peut pas déplacer les deux pays, vous êtes d'accord avec moi. Le Bénin est condamné à vivre aux côtés du Niger. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas une issue. Il y a forcément une issue. Et du côté du Bénin, je crois qu'il y a une preuve en tout cas de bonne volonté. Je crois que la frontière côté béninoise est complètement ouverte depuis un moment. Donc il reste le côté nigérien. Et ce que je disais tantôt, que ce que je retiens de tout ce que le président Tiani a dit, c'est qu'on incrimine le Bénin pour le fait qu'il fait des choix stratégiques. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on devrait incriminer un pays qui est plutôt souverain de faire les choix qui lui conviennent pour sa sécurité. Eux, ils font leur choix. Malgré ça, on voit ce que ça donne. Les dernières attaques dans ces pays-là aussi de l'AES, on sait ce que c'est également. Ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'attaques là-bas également. Et au Bénin aussi, il y a des attaques. Mais on ne voit que celui qui les attaques au Bénin pour dire non, ok, les autorités du Bénin font ci, font ça, ils sont en collaboration avec le néocolonialisme, je ne sais pas, enfin, ils veulent parler de la France. Mais c'est un choix stratégique. Donc, à partir de maintenant, parce que le Niger ou bien les pays de l'AES ne sont plus en odeur de sainteté avec la France, ne veulent plus collaborer avec la France, tous les pays d'Afrique ne doivent plus jamais collaborer avec la France. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre. Et puis, quand on écoute les arguments, on se dit, mais enfin, est-ce que ce n'est pas de l'ordre du complotisme, les choses qu'on voit sur Internet, des histoires à dormir debout, où on dit que non, un pays qui lui-même est en proie justement, on l'a dit tout le temps, à ces attaques djihadistes-là, serait capable de mettre encore des moyens militaires au profit des djihadistes. C'est quand même aberrant, c'est incroyable.
on a l'impression que c'est de l'ordre de l'imagination débordante. Moi, personnellement, je n'y comprends rien. Quelle autorité au monde peut être capable de dire, OK, les gens qui m'attaquent là, je vais leur donner désormais les moyens pour mieux m'attaquer. Il y a quelque chose qui n'est pas très juste. Moi, je ne vois pas trop de logique, trop de cohérence. Voilà, je ne vois pas toute la cohérence du discours. J'ai du mal à comprendre. Ça, c'est moi. Très bien. Alors, je me retourne vers vous, Laurent Roland-Tony. Qu'est-ce qu'il y a oui dire que tant que le président Patrice Talon sera toujours en train de collaborer avec les Français, que cette crise n'aura pas de dénouement, selon le président Tiani. Est-ce que vous pensez, comme le quotidien Le Grand Regard, qu'il n'y a plus d'issue pour cette crise diplomatique entre le Bénin et le Niger? Non, il y a forcément une issue. Il y a forcément une issue. Le problème, c'est que ça devient un problème de personne en réalité, plutôt que d'être un problème d'intérêt de nos nations. Le général Tiani, quand on le suit, en fait, on a clairement compris qu'il a un problème à régler avec le président Patrice Talon. Et donc, ça s'étend vers les intérêts de ses compatriotes et les intérêts des Béninois. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que moi, je comprends dans cette crise aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas peut-être supporté à un moment donné quand le Bénin a pris l'initiative. Et puisque le Bénin prend l'initiative, en réalité, qui on voit en premier? On voit le président Patrice Talon qui a mis en exécution les sanctions de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, son problème, c'est de ne pas voir le président Patrice Talon. Et donc en réalité, quand vous fonctionnez comme ça, mais que vous mettez en péril les intérêts de vos compatriotes et les intérêts de 13 millions de Béninois, il y a un problème. Un chef sait se mettre au-dessus de la mêlée. Moi, je pense qu'au-delà de tout, ça n'allait pas au Niger, pas pour autant, parce que Bazoum, on connaît un peu son régime, ce que ça a donné avec tout ce qui ça a eu autour de l'uranium, du pétrole et autres. Mais pour autant, est-ce qu'on doit continuer à avoir une posture assez braquée pour dire, évidemment, il n'y a pas d'issue, on ne peut pas s'en sortir? Je pense que le général Tiani a besoin d'avoir de bons conseillers. Malheureusement, je pense qu'il va de l'autre côté sans pouvoir prendre conscience de l'enjeu de la situation que vivent ses compatriotes. Et donc, moi je crois qu'aujourd'hui, il y a forcément ici, j'ai toujours dit que c'est juste parce que les hommes ne veulent pas se parler, parce qu'il y a toujours les moyens de se parler, il y a toujours des leaders qui peuvent approcher l'un ou l'autre des chefs d'État pour parler. Il restera que certains parmi eux, ou bien quelqu'un parmi eux soit davantage ou suffisamment ouvert pour écouter ce qu'on lui dit et ramener la balle à terre. Donc oui, concernant la question de la collaboration des pays avec la puissance occidentale, le Bénin est libre de sympathiser avec ou de dealer avec la France. Le Niger est libre de renoncer, en tout cas de remettre en cause sa collaboration avec la France et de se mettre avec la Russie. Pour autant, c'est des choix stratégiques faits par chaque pays, c'est vrai. Est-ce que ça paye forcément pour nous? Est-ce que la collaboration, en fait, le véritable problème que les autres dénoncent aujourd'hui, c'est 50 ans ou 70 ans ou 100 ans de collaboration avec la France. Qu'est-ce que ça nous a rapporté avec les problèmes que nos pays ont eu dans cette collaboration? Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, on doit continuer dans cette collaboration? C'est peut-être le problème qui se pose. Mais est-ce que dans la pratique, ce qu'ils font, c'est la meilleure thérapie qu'il faut appliquer? Moi, je pense que oui, il vaut mieux réfléchir autrement pour voir comment faire. Alors, parlant de l'ambassadeur, puisque vous l'avez évoqué avec Ouma, je pense véritablement que au moment où le général Tiani parlait, l'ambassadeur à Gonkan n'était pas encore limogé. Il était juste rappelé à Cotonou. Oui. Et dans la foulée... Le général Tiani a fait un autre entretien. Oui, j'ai suivi. C'est ça que vous parlez. Oui, oui. Donc, quand il parlait, à l'heure où il parlait, l'ambassadeur à Gonkan n'était pas encore limogé. D'accord. Il a dit, Tiani, oui. Il a dit qu'il est limogé. Il a dit non, c'est juste après la déclaration qu'officiellement, on a commencé par lire qu'il a été limogé. D'accord. Bon, donc il est venu révéler. Oui, c'est il est venu révéler. Oui, parce qu'il était rappelé à Cotonou. Et pour ce que je savais de lui, formellement, il n'avait pas, en tout cas, je ne sais pas si vers les dernières semaines où je n'ai pas eu d'informations sur lui, puisque les premières semaines quand il était à Cotonou, il a quand même discuté avec des gens. J'ai eu des informations sur lui. Il était dans des milieux où j'ai eu quelques informations sur lui. Il n'était pas encore évoqué, il n'était pas encore limogé. Et donc, il était juste rappelé. C'est dans la foulée, quand il avait envoyé ses lettres de créance au Burkina Faso, le Burkina Faso avait déjà accepté et tout ça là. Et donc après, c'est le général Tiani qui informe qu'il a été limogé. Et après, au lendemain, on commence par avoir l'information circulée comme quoi il a été limogé. D'où la question a été posée au ministre. Voilà, sauf que, oui, voilà. Sauf que ce n'était pas rendu public. Maintenant, moi, je pense que dans cette affaire, quand on suit un peu ce que Tiani a dit, le général Tiani a dit, et quand on regarde la réaction du ministre des Affaires étrangères, j'ai beaucoup aimé sa sagesse.
j'ai beaucoup aimé, avec laquelle il a répondu sur les affaires étrangères, a répondu pour dire non, écoutez, au-delà de tout, il ne s'agirait pas de se lancer des invectives sur les réseaux, mais qu'il faut travailler au-delà de tout pour l'intérêt de nos peuples. Je crois que cette réponse vaut de l'or, parce qu'il ne sert à rien si Tiani tire de son côté là-bas, et qu'au Bénin aussi, nous-mêmes, nous tirons, et que dans tout, ça va dans tous les sens. Oui, pour l'attaquer. Moi, je pense qu'on prête flanc à son jeu. Donc, je pense véritablement que Tiani continue de condamner le Bénin. Si le Bénin ne se reproche rien, que le Bénin se taise et continue son travail, que le chef d'État et son gouvernement continuent leur marche vers le développement. Et que le pétrole continue de couler du Niger au Bénin. Oui, parce qu'au-delà de tout, le pétrole du Niger qui passe par le Bénin apporte des devises au Bénin. Donc si le monsieur nous accuse, mais que ce pétrole continue de passer par ici, et que ça nous permet de gagner des dollars sur son pétrole, continuons. Jusqu'au moment où il comprendra qu'à un moment donné, il faut maintenant discuter avec nous. Parce que, moi je dis une chose, il nous revient à nous au Bénin, maintenant de jouer la carte de l'apaisement à un moment donné. C'est-à-dire, c'est vraiment parce que, excusez beaucoup, je ne vais pas utiliser cette expression, autrement ils vont me prendre, mais c'est parce que quelqu'un vous jette la pierre, que vous allez vous mettre aussi à lui jeter la pierre. On va vous traiter comme la personne. Oui, donc je pense véritablement, tel qu'il le dit, s'il a des éléments de preuve, qu'il brandit et qu'il pense que oui, c'est vrai, il revient au Bénin de prouver le contraire. Peut-être pas le silence en travaillant, parce que le véritable problème qui va se poser, c'est que si Tiani continue comme ça à la tête du Niger, et qu'à un moment donné, ses compatriotes continuent à avoir des difficultés, c'est eux qui vont se lever contre lui. Ce n'est pas au Bénin de se lever contre lui. Donc laissons les choses se faire d'elles-mêmes et que chacun joue sa carte. Le Bénin a tellement d'enjeux aujourd'hui. Est-ce que le président Patrice Talon, malgré c'est vrai que la frontière fermée du côté du Niger joue contre nos opérateurs économiques considérablement, il faut le préciser. Mais pour autant, si nous continuons un peu en tout cas à vivre malgré tout ça, avec cette résilience, je n'approuve pas totalement la situation, mais quand même il y a une certaine résilience aujourd'hui. Et quand je regarde tout ça, tout au moins, si on peut continuer d'abord le temps de jouer la carte de l'apaisement, développer cette résilience-là au point où jusqu'à un moment donné où les tensions se calment et on revient à la case départ et que les relations deviennent normales entre deux pays, c'est bien. Mais je continue de dire, ce problème maintenant dépasse, en réalité, n'est plus le problème des communautés. Malheureusement, ça devient une guerre de personnes, entre le général Tiani et le président Patrice Talon. Donc, forcément, il faut quelqu'un pour maintenant intervenir entre les deux personnalités. Et il revient à la CEDEAO de jouer ce rôle, il revient à l'Union africaine de jouer ce rôle. C'est vrai, la France... Est-ce qu'il veut entendre parler encore de la CEDEAO? Au-delà de tout, même s'il ne veut pas entendre parler de la CEDEAO, il y a toujours peut-être des personnalités qu'on peut dépêcher. On peut envoyer, missionner des chefs d'État pour aller le voir et chercher à rencontrer les deux. C'est vrai que lui ne sortira pas de son pays pour autant parce qu'il n'est pas encore serein, totalement serein, parce que Bazoum n'a jamais démissionné. Donc s'il sort du pays, Bazoum peut revenir à tout moment au pouvoir, sait-on jamais. Donc il ne sortira pas. Mais je pense qu'il faut jouer autrement avec les ministres des Affaires étrangères, les ministres de Défense, les ministres, comment vous appelez, de l'Intérieur, les ministres de la Justice, garde des sceaux des deux pays. Il faut jouer et faire en sorte que nous puissions aller à l'apaisement. Vivement pour le Bénin et vivement pour le Niger. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, moi je veux juste ajouter que la carte de l'apaisement, le Bénin joue la carte de l'apaisement, ça fait un bon moment. Il faut être honnête, enfin, lorsqu'on veut dire les choses, il faut les dire franchement. Le Bénin joue la carte de l'apaisement, ça fait un bon moment, depuis le début. Et même carte il faut jouer maintenant? Oui, il faut continuer à jouer la carte de l'apaisement. Mais dès le début, le Bénin a montré toute sa bonne foi de vouloir revoir les échanges entre les deux pays se faire de manière, enfin, comme ça se faisait depuis toujours. À un moment même, on a cru même que le président Talon, enfin, il jetait pratiquement les armes. On était même étonné de certaines déclarations où il disait non, il n'y a pas de souci. Il a jeté complètement les armes par rapport au Niger. C'est quoi cette guerre encore de personnes qu'il y a entre les deux? S'il y a d'autres problèmes, que le président Tiani aille directement sur les problèmes. S'il y a un problème entre lui et le président Talon, qu'il le dise, parce que c'est réel, c'est aussi ce qu'il dit. Parce qu'à chaque fois que le président Tiani voulait parler du problème, il disait non, du moins le président Talon, pas le peuple béninois. Il faisait le distinguo entre le peuple et le président. Donc c'est un problème qu'ils disent le problème qu'il y a et que les gens puissent le savoir. Mais moi, ce que je comprends, c'est que aujourd'hui, ça fait un bon moment qu'ils sont au pouvoir aussi. Il y a des raisons pour lesquelles ils ont pris le pouvoir, dont, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, par exemple.
Mais aujourd'hui, le peuple attend des résultats aussi. Ça aussi, ça peut être un moyen, voilà, parce qu'on veut toujours légitimer légitimiser, je crois, son pouvoir. Donc, on va dans le sens de trouver un bouc émissaire à chaque fois. Voilà ceux qui nous mettent les bâtons dans les roues. Voilà. Donc, ça aussi, on doit pouvoir avoir l'honnêteté de le dire aussi. Du côté du Niger, il y a un petit souci. C'est quoi le souci? Mais qu'ils nous le disent clairement, quoi. Puisque le Bénin a déjà ouvert sa frontière. Voilà. Donc, il y a un problème, voilà. Oui, ouais, Laurent quand, veut quand ajouter. je parle du cas jouer la carte de l'apaisement, le Bénin, c'est vrai, le chef de l'État est allé jusqu'à dire qu'il a la main tendue vers le Niger. On a ouvert, Oui, la preuve, on a ouvert notre frontière. C'est ce dont je Ça parle. veut dire qu'on a joué toute la carte. Oui, le chef a parlé. Le chef a sa main tendue. Le chef a ouvert les frontières. Mais malheureusement, il se fait que c'est devenu une guerre de communication entre les deux pays. À ce niveau, attendez, à ce niveau, les gens nous prennent toutes les émissions que nous avons réalisées sur le Niger. Oui, vous avez vu comment automatiquement les Nigériens se sont attaqués à nous automatiquement. Et celle-là aussi, et imaginez, vous avez vu, si les Nigériens réagissent comme ça, regardez, allez imaginer comment est-ce que l'état-major du Niger, Tiani et autres là, vont prendre certaines de nos prises de position. Et c'est pour ça que je disais que l'attitude, la réponse du ministre des Affaires étrangères était d'une sagesse. Oui. Parce qu'en réalité, à un moment donné, on voyait que dès que le Niger répondait là-bas, réagissait là-bas, les autorités béninoises réagissaient aussi également. Et donc ça devenait un jeu du tic au tac. On répond, l'autre parle, on répond, l'autre parle, on répond. Mais, et puis vous voyez que dès que Tiani cherche à chaque fois, vous voyez la communication qui se fait autour. Vous savez, aujourd'hui, les informations évoluent très vite. Ce que vous publiez à 8h05 ici, à 8h05, celui qui est au Niger voit ça. Donc moi je pense que la carte de l'apaisement doit se jouer aussi du côté de la communication. Parce que les gens, quand nous réagissons chaque fois, ils pensent que bon oui, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Moi je pense qu'à un moment donné, il faut considérer qu'il faut les ignorer. S'il y a deux cartes à jouer, on joue discrètement, mais il faut les ignorer. On n'a pas besoin de toujours justifier pour dire oui, Tiani est ici, et nous on est ici. Non, on n'a même plus besoin. On a des enjeux au Bénin. Le chef de l'État a des chantiers sur lesquels, j'ai vu un journal écrit qu'il continue, je ne sais pas, un truc sur la fraternité. Oui, avec il a dit les chantiers. Oui, donc, il continue de faire un travail. Il y a beaucoup de chantiers. J'ai été à Cotonou hier, j'ai fait le tour, j'ai vu un peu au niveau de la place de Mati. Il y a des chantiers en cours. Il y a des choses sur lesquelles il doit se concentrer avant de partir en 2026, qu'il se concentre sur ça, mais en même temps, s'il y a des choses à faire, peut-être discrètement, qui continuent, mais je pense que ça dépasse déjà maintenant, à mon avis, le chef de l'État. Il faut d'autres personnes pour intervenir dans ce débat. Comme je l'ai dit, et vous faites bien le préciser, et quand il parle, le général Tiani parle, il fait le distinguo. Il dit, il parle un peu béninois, il dit Patrice Talon, le président Patrice Talon. Ça veut dire qu'il a certainement un problème, quelque chose qui reproche au chef de l'État béninois. Et donc, au-delà des deux personnalités, il faut maintenant d'autres personnes, peut-être un ancien président du Ghana ou peut-être un président en exercice le président du Sénégal. C'est vrai qu'à l'époque, je disais qu'il était jeune parce qu'il venait d'arriver, il ne faut pas le mêler dans vos histoires qui existaient déjà. Mais il y a des présidents qui sont là. Bon, peut-être s'il faut prendre les anciens présidents étaient au Niger et on avait appris qu'ils devraient repartir. Les anciens présidents du Bénin. Du Bénin, oui. Et on avait appris qu'ils devraient repartir, mais après, on n'a plus rien à faire. Je ne parle même pas des anciens présidents du Bénin. Il faut que ce soit d'autres personnes extérieures qui interviennent dans le débat. Pour qu'on voit aussi, c'est vrai que des choses ont été faites, des choses ont été faites, des démarches ont été faites vivement, comme je l'ai dit pour le Béninois, le peuple béninois, vivement pour le peuple nigérien, qu'on en arrive à finir avec cette crise-là et que reprennent de plus belle les affaires, les activités économiques entre les deux pays. Peut-être que le président Tiani ne va pas attendre que d'autres chefs d'État interviennent. Peut-être qu'il va nous écouter parce que, comme souvent, il suit les émissions. Monsieur le Président, il faut laisser cette affaire tomber. Il faut appeler notre président. Vous êtes des frères. Parlez entre vous, comprenez-vous, pour que les opérateurs économiques, que ce soit du côté du Niger ou du Bénin, cessent de souffrir. Vous pouvez nous écouter aussi parce que nous sommes aussi une voix. Alors, on va passer à un autre sujet, si vous le permettez. Oumar Aliandjou, Laurent Roland Tonneikes, présidentielle de 2026, UPR, bloc républicain. Les ambitions devraient pourtant s'éclore. C'est bien le quotidien, le progrès, qui en parle. Non pas le progrès, c'est le quotidien,
C'est pas le Matin Libre. Matin Libre, d'accord. C'est Matin Matin Libre qui en parle ce matin, présidentiel de 2026. UPR-BR, les ambitions devraient pourtant s'éclore. Ce titre exprime, selon moi, quand même, je vais dire, des incompréhensions. Hier, j'ai rencontré un monsieur qui me disait, le Bénin a changé. J'ai dit, pourquoi? Il dit, comment, à moins de 6 mois, ou je vais dire à un peu plus de 6 mois des élections, on ne connaît pas les candidats. Il était étonné. Il a dit, comment? C'est notre Bénin. Il dit que, en tout cas, que ce n'est jamais arrivé dans la sous-région. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je suis de son avis. La question... Je lui ai dit, mais le président Ida, il est candidat, il dit non, Ida, il faut laisser. Il faut laisser Ida. Vous allez voir que les candidats inoffensifs... parce qu'il y a des il y a des candidats offensifs et des candidats inoffensifs. Il y a des candidats inoffensifs. D'accord. Pour faire leur jeu, leur show politique comme ils veulent. Mais ceux qui savent qu'ils ont les moyens et qu'ils ont la carrure véritablement ne vont pas s'agiter. Ça, c'est les candidats offensifs. Et ceux qui savent qu'ils peuvent véritablement déranger. Les candidats attaquants. Qui peuvent véritablement déranger et qui ont les moyens, ils ne vont pas réagir. Ils ne vont pas réagir. Ils vont Pourquoi? réagir Parce qu'ils se retrouvent... Oui, mais justement, c'est la faute au système. Est-ce que c'est la faute ou bien c'est la stratégie du système? Oui, mais stratégie du système, si c'est la faute au système, c'est la faute à la stratégie du système. Moi, je crois que véritablement, comme je l'ai dit, on a assez parlé de ce dossier. Il y a que ceux qui, d'abord, il n'y a que 2 camps qui peuvent proposer des candidats pour notamment la présidentielle. Oui. C'est les partis démocrates et puis la mouvance de l'UP Le Renouveau et le BR. Et l'UP Le Renouveau et le BR, qui dit ces 2 partis, dit Patrice Talon. Et personne ne veut oser lever le petit doigt, peut-être parce qu'il ne sait pas s'il est dans le schéma du chef. Ça, c'est un fait. Quand vous allez partir les démocrates, qui pourra faire un choix, qui pourra se décider s'il n'a pas la bénédiction de Boni Yayi? Il y a cet aspect-là. Maintenant, quand je prends les élections législatives, quelle garantie les gens ont qu'ils peuvent être positionnés sur les listes? Parce que la liste constituée par les partis, UP, Le Renouveau et le BR, les listes seront finalement validées quelque part. Et donc, que vous connaissez. Que nous connaissons tous. Vous faites l'effort de ne pas reconnaître que vous connaissez. En tout cas, les listes UPR-BR, que Diabonou fasse tout son show et fasse sa liste, que Aboulaye Biachani fasse tout son show et fasse sa liste, la liste doit être validée quelque part. Chez Boni Yayi également, ils vont sauter, ils vont tout faire, mais la liste sera en dernier ressort validée par Boni Yayi, président du parti. Donc, dans ces conditions, si vous vous agitez, c'est que vous n'aurez plus la confiance du chef qui est en dernier ressort va valider. Donc, tout le monde se range pour faire l'âne pour avoir le foin. Il vaut mieux se calmer, faire le dossier, le discipliner, pour espérer avoir sa chance d'être sur la liste et espérer être peut-être un candidat. Encore que ce soit dans la mouvance que du côté de l'opposition. Et c'est ce que j'ai toujours dénoncé, c'est les 2 personnalités-là qui décideront des candidatures de 2026. Qu'on le veuille ou non, vous sautez, vous revenez sur terre. C'est les 2 personnalités-là. Donc, on est face alors à une autre philosophie politique. S'il y avait la possibilité que les gens aillent aux élections sans parrainage, vous allez voir les gens sortir des rangs facilement, se lever pour livrer le candidat. Mais aujourd'hui, vous voulez être candidat, d'accord. Avec le show que fait Daniel Ida, là, il veut aller où? S'il n'a pas la bénédiction de Boni Yayi avec les démocrates pour avoir les parrainages, ou s'il n'a pas la bénédiction de la mouvance pour avoir les parrainages là, il veut passer par où? Il veut faire de la magie pour être candidat à la présidentielle? C'est possible? Dans le contexte actuel, ce n'est pas possible. Donc tous ceux qui font déclaration ou qui feront déclaration, ils savent très bien qu'ils sont inoffensifs parce qu'en réalité, il y a un sésame qu'il faut avoir, c'est le parrainage. Et vous savez très bien que vous ne pouvez pas l'avoir facilement, à moins que on ait
le code électoral modifié pour sauter le verrou du parrainage, si ça arrivait, chose sauf cataclysme. Omar, qu'est-ce qui se joue? Est-ce que la philosophie politique béninoise n'a pas changé? Parce que là, on est dans ce qu'on n'a jamais vu, on est en train de faire une nouvelle expérience où les politiciens se sont complètement rangés face à l'élection qui arrive. C'est une première quand même. Hein. C'est une première. Il est clair qu'il y a quelque chose qui a changé. Quelque chose qui a changé du fait des réformes. Il faut mettre le doigt sur ce qui pose réellement problème. Il y a un problème avec les réformes à ce niveau-là. Je ne sais pas jouer au jeu d'échecs, mais est-ce que ce n'est pas un jeu d'échecs qui se joue entre la mouvance et l'opposition? Moi, je sais jouer au jeu d'échecs. Mais est-ce que c'est un jeu d'échecs? Je ne sais pas. Mais il y a un jeu qui se joue, c'est le jeu politique. Nous sommes dans l'arène politique et il y a de nouvelles règles. Et compte tenu de ces nouvelles règles-là, il y a beaucoup de changements. Et les changements apportés, sont-ils positifs ou négatifs? C'est ça d'abord qu'il faut analyser. Sur le plan, par exemple, de la grande accalmie qu'on observe, que le monsieur a remarqué, puisque c'est cela, ça a été l'introduction que vous avez faite. Il était étonné. Oui, c'est de là qu'il faut partir. Et savoir que ce code-là, à un moment, il faut pouvoir avoir le courage de dire, voilà les résultats que ça nous a donnés. Je ne sais pas à quel moment ça va se faire. Ça, c'est le problème des politiques. Ils vont s'entendre entre eux après pour le savoir. Parce qu'on a besoin aussi de cette fête-là. On a besoin que les candidats soient connus très tôt pour qu'on puisse se faire une opinion de chacun d'eux. C'est important également. Mais si on ne les connaît pas très tôt, on ne connaît pas très tôt leur programme, à quelques mois de l'élection, voilà où nous en sommes. Même, on parle même souvent de l'élection présidentielle. Laissons d'abord l'élection présidentielle, puis c'est la seconde élection. On a les élections générales. On a d'abord les législatives et communales, mais les candidats dans les communes, les candidats dans les départements, c'est qui? On ne les connaît même pas. On a nos circonscriptions électorales. Qui sont ceux qui seront candidats? On ne les voit même pas sur le terrain. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Il y a un problème à partir de cet instant. Et on doit pouvoir se demander, mais qu'est-ce qu'on fait désormais pour pouvoir améliorer cela, pour pouvoir changer cela? Moi, je pense que c'est la première question qu'on doit pouvoir se poser. Maintenant, du côté des partis politiques, je vous ai dit, c'est de nouvelles règles. Comment on appelle, les règles de jeu ont changé. On a désormais de nouvelles règles. Et donc, chacun va avec beaucoup de tact, beaucoup de stratégie pour éviter justement que ces candidats ne soient très tôt mis à mal par le camp d'en face. Donc, moi, je pense que c'est cela aussi qui justifie tout ceci. Donc, l'accalmie, ça se justifie justement par les réformes. Ça, c'est moi qui le pense ainsi. Et par le fait que chaque parti politique, chaque groupement, comme on appelle, chaque obédience politique essaie de prendre le temps de bien choisir son candidat, de prendre le temps de bien peaufiner sa stratégie avant d'aller sur... Donc, en réalité, même, on s'attend peut-être les uns les autres. Voilà, on se dit, on attend... Voilà. En fait, c'est pas juste se prépare. Voilà. Ils se regardent. C'est stratégique finalement. On attend les gens du pouvoir. On attend, on va voir ce qu'ils vont sortir comme candidat. J'attends de voir. Moi, je pense que les démocrates seraient beaucoup... Donc, il y a la ligne de front et les deux camps. Et les deux camps encore que dans la mouvance. Mais par contre, dans la mouvance, moi, je me dis que là-bas, il y a beaucoup plus... quelque chose qui est de l'ordre de la discipline. Moi, j'appelle ça de la discipline. Chacun peut appeler comme il veut. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la discipline. Il y a comment on appelle, il y a une ligne directrice qui a été donnée dans ces camps-là. Oui. Chez nous, on veut respecter les règles jusqu'au bout. C'est les partis politiques qui vont désigner les candidats. C'est, comment on appelle, les chefs des partis qui vont donc co-signer les parrainages avec vous. Donc, on ne s'agite pas. On attend le bon moment. Quand les chefs seront prêts, quand les responsables, les hauts responsables des deux partis seront prêts, on va maintenant pouvoir savoir que, moi, étant donné que je suis candidat dans telle circonscription électorale, je vais maintenant aller peut-être en campagne, je vais maintenant aller en pré-campagne, je vais aller au contact de comment on appelle, des populations. Donc, voilà un peu comment est-ce que moi je fais cette lecture-là. Du côté des démocrates, eux se disent, bon, c'est pas nous qui avons fait les règles, laissons-les finaliser. Donc, on va voir comment est-ce qu'ils veulent marcher avec ces règles-là et on va ensuite venir. Les autres, de leur côté, ils sont très disciplinés derrière leurs responsables.
on veut voilà, et tout le monde est là, on s'attend. Et c'est là où je dis, il faut revoir les choses. Laurent n'est pas d'accord avec le mot discipliné. Est-ce qu'ils sont vraiment disciplinés? Bon, j'ai dit tantôt que chacun peut mettre le mot qu'il veut dessus. Bon, moi je préfère dire discipliné. Moi je mets, ils sont soumis. Bon, ça c'est vous. Parce que moi, il y a des visages que je vois aujourd'hui dans ces partis-là. Je ne vois pas de la soumission. Quand Victor Tokpano a voulu parler, il a parlé. Quand il y a eu comment on appelle, je crois, un CA qui avait été limogé, je crois, c'est à Glo, voilà. Il est venu, il a parlé, on ne va pas dire que c'est un soumis, il a dit ce qu'il pense. Moi, je ne pense pas que c'est de la... Comment? Oui, il a parlé sur la place publique. Non, il a été reçu par... Oui, c'est pourquoi il avait été condamné, il avait été accusé et il a été limogé. Il ne parle pas du CA. Non, moi, je ne parle pas du CA. Je parle de Victor Tokpano qui a réagi. Donc, moi, je ne vois pas des soumis forcément. Moi, je vois des disciplinés, des gens qui ont envie de suivre les règles. C'est de nouvelles règles, ils veulent suivre. Ça, c'est moi, mon avis. J'ai expliqué pourquoi Tokpano, lui, par exemple, peut parler. J'ai fait allusion au cas de Nouroudine Saka Saleh du démocrate aussi qui a parlé. Attendez, dans les partis, il y a ceux qui avaient leur job avant de venir dans les partis et qui, quoi qu'il advienne, iront... Ils avaient quoi? Ils avaient leur job. Ils vont rejoindre leur Il y a des gens qui n'ont pas de job. Il y a des gens qui sont carriéristes, des carriéristes politiques qui ne peuvent pas oser dire ce que Tokpano a dit parce qu'ils iront à la retraite anticipée avec tout ce qui va accompagner. Ouais, les primes. Vous savez, parce qu'ils ont été nourris à la politique depuis qu'ils ont eu la majorité, en tout cas à 18 ans, 25 ans. Donc ils ne veulent pas faire d'erreur. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Ils n'ont même pas le pouvoir. Ils tentent le matin, c'est qu'à 8h05, à 8h10, ils savent ce qui les attend. Donc je parle de ces personnes-là pour dire en réalité, ils sont nombreux dans ces formations politiques qui ont des ambitions. Mais il y a quelqu'un qui fait le tour du Bénin. Il rencontre les gens, mais à aucun moment il n'a dit publiquement quelque part je suis candidat. Oui, mais il ne faut pas oublier que le président de la République l'a reçu entre-temps. Quelqu'un fait le tour du Bénin actuellement? Attendez, Oumar Adéandjou. Il y a des gens qui font le tour du Bénin. Quelqu'un fait le tour du Bénin actuellement? Oui. Vous ne connaissez pas. Il est à quel niveau actuellement? Ils sont nombreux à faire le tour du Bénin actuellement. Bref, il y a des gens qui font le tour. Ils sont nombreux qui font le tour pour rencontrer les gens. Notamment, ou à l'aube, ils rencontrent des gens. On a les informations. Ils rencontrent les gens ou ils vont saluer les gens? Non, ils rencontrent les gens pour discuter. Mais jamais ils n'ont le courage de dire publiquement ce qu'ils disent en privé. Et ça met de l'eau à mon moulin, finalement. Je vais juste dire un mot. Entre-temps, le président les a reçus et leur a dit, OK, allez vous entendre et venez avec des propositions. Je veux que ce soit bien clair. Il ne faudrait pas qu'on dise que non. C'est un choix qui a été fait en clando, enfin, en clando, en griffe, pour parler un peu comme un homme de la rue. Et ils s'entendent comme ça en faisant la tournée? Oui, mais il faut bien rencontrer les autres. Il faut bien discuter avec comment on appelle, la base. La base, c'est où? C'est dans nos contrées, c'est dans ce que vous devez savoir. Donc, allez au contact de la base, discuter avec eux et prendre donc leur avis avant maintenant de retourner vers le chef qui nous a demandé d'aller nous entendre pour faire quelque chose de bien clair. Si vous et moi, nous sommes... Donc, ils sont disciplinés. S'ils sont là et qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir le courage de commencer par dire « Je suis sur le terrain dans l'espoir que mon parti me choisisse, je veux être candidat », il y a un problème. Non, ils sont dans cet espoir-là, mais ils ne l'expriment pas. Mais justement, il y a un problème. Pourquoi ils ne peuvent pas avoir de le dire? Je vous dis, il y a des gens sur le terrain. Il y a des gens en leur sein qui prennent des initiatives pour aller même négocier, coaliser au niveau de l'opposition. Est-ce que vous savez ça? Et pourtant, ils n'ont jamais eu le courage de le dire quelque part pour dire je veux être candidat. Il y a un problème. C'est de ça que je parle pour dire que véritablement, il y a, dans cette situation de réforme dont on parle, le pouvoir donné à deux personnalités. Et c'est ça qui justifie le silence apparent que nous avons. Parce que tout le monde sait que l'autre ancien chef d'État, président de son parti, quoi que vous fassiez, il a le dernier mot. Oui, mais et de l'autre côté, de la mouvance également, quoi que vous fassiez, que vous ayez un fief ou pas, que vous soyez puissant ou pas, que depuis 90 vous avez toujours été élu député ou pas, il a son mot à dire. Là maintenant, il a son mot à dire. Et par conséquent, il faut être soumis pour espérer avoir la grâce du chef. Si vous n'êtes pas soumis, vous ne pouvez pas avoir la grâce du chef. Je n'appelle pas ça de la discipline. Ils font semblant de montrer qu'ils sont disciplinés. Ils sont rien que des soumis qui n'ont pas les couilles d'aller affronter. Point. Bon, ça, je salue votre courage de pouvoir le dire parce que je suis dans cette optique-là aussi. Chacun doit pouvoir dire ce qu'il pense comme il le pense également. Nous sommes dans un État libre et nous sommes des journalistes.
Le journaliste a le droit de dire le fond de sa pensée pour éclairer justement la lanterne donc, des Béninois. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Et je perds un peu le fil, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que les gens... Vous avez tout dit, donc vous n'allez plus parler, c'est fini. Les gens qui vont au contact des populations, moi je pense que nous tous, autant que nous sommes au Bénin ici, on sait qu'il y a des ambitions au sein de l'UP, du BR, des démocrates et tout. Tout le monde le sait. Moi, je ne sais pas. Il y a des ambitions. Il y a des ambitions. Il y a beaucoup de Béninois. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passait avant. On sait comment les Béninois se précipitaient pour être candidats. Oui, oui. Et moi, j'ai parlé de candidature farfelue. Voilà. Et Laurent avait dit entre-temps que c'était bien aussi d'avoir cela. Ça permettait de nous arracher le sourire. Donc, on sait qu'il y a des ambitions. Maintenant qu'il y a de nouvelles règles, il est bon aussi de pouvoir respecter les règles, même si les règles, dans l'application, aujourd'hui, on constate que ça amène une certaine accalmie qui ne nous plaît pas du tout. Moi, je le dis personnellement, ça ne me plaît pas du tout cette accalmie. J'aime bien voir les candidats très tôt, pouvoir réfléchir, pouvoir savoir que, ah, voilà, tel est bon, tel n'est pas bon. Enfin, dans le programme de celui-ci, je préfère, si je préfère. Et que le débat se fasse afin que, justement, les Béninois puissent faire un choix en connaissance de cause, je veux dire. Mais quand on ne connaît pas comment on appelle, les programmes des uns et des autres, comment voulez-vous que les gens fassent un bon choix? Ça, c'est un premier point. Le second point, je crois que c'était relatif, je voulais parler de quoi déjà? Voilà, des deux qui sont aujourd'hui un peu comme les faiseurs de rois. Disons clairement les choses. Talon et Boni Yayi. Voilà. Le président Talon et Boni Yayi. Ce n'est pas seulement le choix des réformes. C'est vrai qu'il y a les réformes qui ont quelque chose à voir avec. Les réformes ont permis cela. Et moi, je ne suis pas complètement contre, compte tenu de ce qu'on vivait avant. Ça, je l'ai toujours dit. La multitude de candidatures qu'on avait à n'en pas fini, au point d'en avoir des farfelus, des gens que tu le regardes debout. Tu sais que même le plus petit des Béninois, celui qui vient d'avoir 18 ans, le jour même des élections, ne votera pas pour lui. Il vient quand même se présenter. En tant que candidat. Donc, ça a permis d'éliminer ça déjà. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est bien que la réforme nous permette d'éliminer ça, malgré qu'il y a des choses à revoir. Je le dis toujours. Et l'autre chose, c'est que comment on appelle, Boni Yayi et Talon, qui sont un peu comme ceux qui vont décider aujourd'hui des candidatures, c'est un peu le peuple qui l'a voulu aussi. Il n'y a pas que deux partis qui sont partis pour comment on appelle, aux élections législatives, ou bien, en tout cas, ce qu'on a aujourd'hui comme configuration sur le plan politique, sur l'échiquier politique, ce n'est pas seulement deux partis. Il y a aussi trois partis. Voilà. Mais aujourd'hui, Paul Oumpen ne fait pas partie, vous êtes d'accord avec moi, de ceux qui peuvent peser. Bon, il a quand même 6 parrains à vendre. Je suis complètement d'accord. Il négocie encore au niveau de la complètement d'accord. Mais les pôles aujourd'hui, sur le plan politique aujourd'hui, la bipolarité qu'on a, c'est Talon, Boni Yayi. Et ça aussi, c'est le choix du peuple. Ça aussi, il faut le reconnaître. C'est aussi le choix du peuple. Et non seulement le choix du peuple, c'est parce que ces personnalités-là aussi ont réussi quelque part à s'enraciner, notamment Boni Yayi, à s'enraciner dans le cœur des Béninois. Moi, je ne dirais pas que c'est le choix. Qu'est-ce que vous voulez faire pour changer ça? Et moi, je trouve que c'est d'ailleurs même une très bonne chose que ces gens-là puissent aujourd'hui être les deux pôles qu'on a aujourd'hui. On n'a plus une multitude. Oui, mais pour moi, c'est bien. On n'a plus une multitude. C'est quoi le problème du Bénin? Dites-moi, on a besoin de quoi au Bénin que tout le monde ne sait pas? On sait tous le problème que le Bénin a. On a besoin de 200 candidats avant de régler les problèmes du Bénin. Non, s'il y a 200 candidats, que chacun regarde un peu les deux bords là qu'on a, les deux pôles qu'on a. Ok, il va parler des risques. Je suis plus proche de tel bord, peut-être le camp des démocrates. Tu vas vers là-bas, tu essaies de t'imposer, et si on te choisit, tu viens. Donc, laissons ce tamis-là se faire dans chaque parti politique. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Et les gens vont venir nous dire, non, dans les grandes démocraties, il y a une multitude de candidats, mais ça reste toujours des grands combats entre deux pôles toujours. Si on réussit à avoir deux pôles au Bénin, où il y a quoi de mauvais dedans? Alors qu'avant, c'est nous-mêmes qui dénoncions le fait qu'il y avait une multitude de candidatures et on n'en voulait plus. Moi, je ne suis pas complètement contre cela. Voilà. Moi, les pays dans lesquels il y a deux pôles là, c'est le système qui a été construit et la ligne directrice du pays est tracée. Que vous soyez démocrate ou républicain, vous venez au pouvoir, vous ne pouvez pas vous écarter de ça. Il faut qu'on en arrive là aussi. Aujourd'hui, là, nous n'en sommes pas encore là. Premier point. Deuxième chose que je vais vous dire. Vous savez, celui qui prendra le pouvoir, la tête du Bénin en 2026, doit être un unificateur. Je l'ai dit par le passé dans une émission. Doit être celui qui doit mettre de côté
les guerres de personnes, la chasse aux sorcières, les règlements de comptes. Oui. Pourquoi? D'accord. Oui, parce que ça nous a ébranlé de 2012 à 2016. Et de 2016 à aujourd'hui, Boniaï qui ne veut pas... 2007 à 2019 aussi, Oui, non, oui, non. un gros souci. Je ne sais pas, d'abord de 2012 à 2016, on a eu ce problème et qui a contribué à amener Patrice Talon au pouvoir. De 2016 à aujourd'hui, on constate que c'est toujours le même problème entre les deux personnalités. Donc, le risque dans ce que nous voyons là, c'est que quelqu'un de Patrice Talon prend le pouvoir, c'est que Patrice Talon a toujours les leviers en main pour commander, dans une certaine mesure. Si quelqu'un de Boniaï prend le pouvoir, ça devient encore l'éternel problème des règlements de compte où on veut mettre de côté toute une équipe ou tout un système, quand même il y a des compétences là-bas. Et donc, s'il y avait une possibilité qu'on ait le schéma ouvert pour un troisième larron, qui pourrait être un unificateur, je pense que ça pourrait régler le problème. Ce qui veut dire que quoi? Là maintenant, au-delà de tout, hein, c'est-à-dire qu'on est déjà dedans, on ne peut plus s'en sortir. C'est-à-dire que c'est les deux qui vont décider, qu'on le veuille ou non, on saute, on cale en l'air, ça va se passer comme ça. Mais il faut que le choix qui soit fait au niveau des deux partis politiques-là, que ce choix incarne ce qu'on appelle l'unicité, l'union des filles et des fils du Bénin. Que cet homme soit un homme de paix, qui ne vienne pas pour régler des comptes, ou bien qui ne vienne pas pour davantage corser les difficultés des uns et des autres. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que je dis que le choix que nous aurons à faire entre les deux personnalités maintenant, il y a des risques. Et prions pour que demain, à partir de 2026, les histoires de règlement de compte, où il nous a fait ça, on est au pouvoir maintenant, on va leur faire ça, ou bien on va continuer à leur faire ça, qu'on en arrive à finir avec ça. C'est tout ce qui nous guette en réalité si on ne sait pas faire. Moi, je dis simplement pour éviter cela, on va finir. C'est juste un mot. Ayons des institutions bien fortes. Et je pense que ces réformes-là aussi, quel que soit ce qu'on dira de ces réformes, je suis le premier à critiquer quand il faut critiquer. Mais ces réformes-là, si on les poursuit, que ce soit avec les partisans de Talon peut-être qui vont venir au pouvoir, ou bien les démocrates qui vont prendre le pouvoir, il faut poursuivre, avoir des institutions bien fortes. Quand les institutions sont bien fortes, quel règlement de compte vous voulez faire? Regardez un peu les États-Unis. Donald Trump prend une décision aujourd'hui, un juge conscient de ce qu'il est dans la République se lève et dit non, c'est anticonstitutionnel, mettez fin à ça. Et c'est le président de la République qui a pris quand même la décision. Donc c'est pour vous dire quoi? Si on a des institutions fortes, des institutions qui sont au-dessus des hommes, on n'a plus de problème au Bénin. Et c'est à cela que nous devons arriver. Vous êtes d'accord avec moi que les institutions ne sont pas fortes? Non, oui, mais enfin... C'est les hommes qui sont forts au Bénin depuis toujours. Ce n'est pas aujourd'hui. Elles ne sont pas suffisamment fortes. Elles ne sont pas suffisamment fortes encore. Et ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis toujours. Oui, justement. Et ce n'est pas seulement le Bénin, c'est dans tous les pays de l'Afrique. On va souhaiter y travailler alors. Avoir des institutions fortes, et c'est pour ça continuer les réformes, moi pour installer les institutions très fortes. C'est pour ça que je remets en cause la bonne foi de ceux qui disent, parce que la première révision voulue, c'était de rendre les institutions fortes. Mais après, quand ils ont eu le Parlement monocolore, ils ont révisé. Pourquoi ils n'ont pas rendu les institutions fortes? Posons-nous la question. Mais regardez bien ces réformes-là. Regardez par exemple ce qui se fait au niveau de la réforme. Je dis pourquoi, quand ils ont eu la possibilité d'avoir un Parlement unicolore, oui, mais la possibilité pourquoi ils n'ont pas rendu les élections fortes? Ils ont eu la possibilité et c'est en marche. Tout ne peut pas venir du jour au lendemain. Regardez un certain nombre de choses. Moi, je dénonce, mais en même temps, je reconnais aussi ce qui est vraiment fortes parce que des choses peuvent nous échapper, mais on va y arriver. On va y arriver. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut le dire. Voilà, merci à vous, Oumar Diandjou, merci Laurent Roland Tonné Ikes.